La débâcle, partie 15 du livre audio, chapitre 8 de la troisième partie du roman. Lorsque le train, qui arrivait de Sedan, après des retards sans nombre, finit par entrer dans la gare de Saint-Denis, vers 9h, une grande clarté rouge éclairait déjà le ciel, au sud, comme si tout Paris se fût embrasé. À mesure que la nuit s'était faite, cette lueur avait grandi, et peu à peu, elle gagnait l'horizon entier, ensanglantant un vol de petits nuages qui se noyaient, vers l'est, au fond des ténèbres accrues. Henriette, la première, sauta du wagon, inquiète de ces reflets d'incendie que les voyageurs avaient aperçus au travers des champs noirs, par les portières du train en marche. D'ailleurs, des soldats prussiens, qui venaient d'occuper militairement la gare, forçaient tout le monde à descendre, tandis que deux d'entre eux, sur le quai d'arrivée, criaient en un rauque français. « Paris brûle! On ne va pas plus loin! Tout le monde descend! Paris brûle! Paris brûle !» Ce fut, pour Henriette, une angoisse terrible. Mon Dieu! Arrivait-elle donc trop tard ? Maurice n'ayant pas répondu à ces deux dernières lettres, elle avait éprouvé de si mortelles inquiétudes aux nouvelles de Paris, de plus en plus alarmantes, qu'elle s'était décidée brusquement à quitter Remilly. Depuis des mois, chez l'oncle Fouchard, elle s'attristait. Les troupes d'occupation, à mesure que Paris avait prolongé sa résistance, étaient devenues plus exigeantes et plus dures. Et maintenant que les régiments, un à un, rentraient en Allemagne, de continuels passages de soldats épuisaient de nouveau les campagnes et les villes. Le matin, comme elle se levait au petit jour pour aller prendre le chemin de fer à Sedan, elle avait vu la cour de la ferme pleine d'un flot de cavaliers qui avaient dormi là, couchés pêle-mêle, enveloppés dans leurs manteaux. Ils étaient si nombreux qu'ils couvraient la terre. Puis, à un brusque appel de clairon, tous s'étaient dressés, silencieux, drapés à longs plis, si serrés les uns contre les autres, qu'elle avait cru assister à la résurrection d'un champ de bataille sous l'éclat des trompettes du jugement dernier. Et elle retrouvait encore des Prussiens à Saint-Denis, et c'étaient eux qui jetaient ce cri, qui la bouleversait. « Tout le monde descend, on ne va pas plus loin, Paris brûle, Paris brûle !» Éperdue, Henriette se précipita avec sa petite valise, demanda des renseignements. On se battait depuis 2 jours dans Paris. La ligne ferrée était coupée. Les Prussiens restaient en observation. Mais elle voulait passer quand même. Elle avisa sur le quai le capitaine qui commandait la compagnie occupant la gare. Elle courut à lui. « Monsieur, je vais rejoindre mon frère dont je suis affreusement inquiète. Je vous en supplie, donnez-moi le moyen de continuer ma route. » Elle s'arrêta, surprise, en reconnaissant le capitaine, dont un bec de gaz venait d'éclairer le visage. « C'est vous, Otto ? Oh, soyez bon, puisque le hasard nous remet une fois encore face à face. » Otto Günther, le cousin, était toujours serré correctement dans son uniforme de capitaine de la garde. Il avait son air sec de bel officier bien tenu, et lui ne reconnaissait pas cette femme mince, l'air chétif, avec ses pâles cheveux blonds, son joli visage doux, caché sous le crêpe de son chapeau. Ce fut seulement à la clarté brave et droite de ses yeux qu'il finit par se souvenir. Il eut simplement un petit geste. « Vous savez que j'ai un frère soldat, » continuait ardemment Henriette. « Il est resté dans Paris. J'ai peur qu'il ne se soit mêlé à toute cette horrible lutte. Je vous en supplie, Otto, donnez-moi le moyen de continuer ma route. » Alors, il se décida à parler. « Mais je vous assure que je ne puis rien. Depuis hier, les trains ne circulent plus. Je crois qu'on a enlevé des rails du côté des remparts. Et je n'ai à ma disposition ni voiture, ni cheval, ni homme pour vous conduire. » Elle le regardait. Elle ne bégayait plus que des plaintes sourdes dans son chagrin de le trouver si froid, si résolu à ne pas lui venir en aide. « Oh, mon Dieu, vous ne voulez rien faire. Oh, mon Dieu, à qui vais-je m'adresser ? »
Ces Prussiens qui étaient les maîtres tout-puissants, qui, d'un mot, auraient bouleversé la ville, réquisitionné 100 voitures, fait sortir des écuries 1000 chevaux, et il refusait de son air hautain de vainqueur, dont la loi était de ne jamais intervenir dans les affaires des vaincus, les jugeant sans doute malpropres, salissantes pour sa gloire toute fraîche. Enfin, reprit Henriette en tâchant de se calmer, vous savez au moins ce qui se passe, vous pouvez bien me le dire. Il eut un sourire mince, à peine sensible. Paris brûle. Tenez, venez par ici. On voit parfaitement. Et il marcha devant elle. Il sortit de la station, alla le long des rails pendant 100 de pas pour atteindre une passerelle de fer construite en travers de la voie. Quand ils eurent gravi l'étroit escalier et qu'ils se trouvèrent en haut, appuyés à la rampe, l'immense plaine rase se déroula par-dessus un talus. « Vous voyez, Paris brûle. » Il pouvait être 9h30. La lueur rouge qui incendiait le ciel grandissait toujours. À l'est, le vol de petits nuages ensanglantés s'était perdu. Il ne restait au zénith qu'un tas d'encre, où se reflétaient les flammes lointaines. Maintenant, toute la ligne de l'horizon était en feu. Mais, par endroits, on distinguait des foyers plus intenses, des gerbes d'un pourpre vif, dont le jaillissement continu rayait les ténèbres au milieu de grandes fumées volantes. Et l'on aurait dit que les incendies marchaient, que quelques forêts géantes s'allumaient là-bas, d'arbre en arbre, que la terre elle-même allait flamber, embrasée par ce colossal bûcher de Paris. « Tenez, expliqua Otto. C'est Montmartre, cette bosse que l'on voit se détacher en noir sur le fond rouge. À gauche, à la Villette, à Belleville. Rien ne brûle encore. Le feu a dû être mis dans les beaux quartiers. Et ça gagne, ça gagne. Regardez donc. À droite, voilà un autre incendie qui se déclare. On aperçoit les flammes, tout un bouillonnement de flammes, d'où monte une vapeur ardente. Et d'autres encore, partout. Il ne criait pas, il ne s'exaltait pas, et l'énormité de sa joie tranquille terrifiait Henriette. Ah, ces Prussiens qui voyaient ça! Elle le sentait insultant par son calme, par son demi-sourire, comme s'il avait prévu et attendu depuis longtemps ce désastre sans exemple. Enfin, Paris brûlait, Paris dont les obus allemands n'avaient pu qu'écorner les gouttières. Toutes ses rancunes se trouvaient satisfaites. Il semblait venger de la longueur démesurée du siège, des froids terribles, des difficultés sans cesse renaissantes dont l'Allemagne gardait encore l'irritation. Dans l'orgueil du triomphe, les provinces conquises, l'indemnité des 5 milliards, rien ne valait ce spectacle de Paris détruit. Frappé de folie furieuse, s'incendiant lui-même et s'envolant en fumée par cette claire nuit de printemps. « Ah, c'était certain !» ajouta-t-il à voix plus basse. « De la grande besogne !» Une douleur croissante serrait le cœur d'Henriette, à l'étouffer devant l'immensité de la catastrophe. Pendant quelques minutes, son malheur personnel disparut, emporté dans cette expiation de tout un peuple. La pensée du feu dévorant des vies humaines, la vue de la ville embrasée à l'horizon, jetant la lueur d'enfer des capitales maudites et foudroyées, lui arrachait des cris involontaires. Elle joignit les mains, elle demanda « Qu'avons-nous donc fait, mon Dieu, pour être punis de la sorte ?» Déjà, Otto levait le bras dans un geste d'apostrophe. Il allait parler avec la véhémence de ce froid et dur protestantisme militaire qui citait des versets de la Bible. Mais un regard sur la jeune femme, dont il venait de rencontrer les beaux yeux de clarté et de raison, l'arrêta. Et, d'ailleurs, son geste avait suffi. Il avait dit sa haine de race, sa conviction d'être en France le justicier, envoyé par le Dieu des armées pour châtier un peuple pervers. Paris brûlait en punition de ses siècles de vie mauvaise, du long amas de ses crimes et de ses débauches. De nouveau, les Germains sauveraient le monde, balayeraient les dernières poussières de la corruption latine. Il laissa retomber son bras, il dit simplement « C'est la fin de tout !» Un autre quartier s'allume. Cet autre foyer, là-bas,
plus à gauche. Vous voyez bien cette grande raie qui s'étale, ainsi qu'un fleuve de braise. » Tous deux se turent. Un silence épouvanté régna. En effet, des crues subites de flammes montaient sans cesse, débordaient dans le ciel en ruissellement de fournaises. À chaque minute, la mer de feu élargissait sa ligne d'infini, une houle incandescente d'où s'exhalaient maintenant des fumées qui amassaient, au-dessus de la ville, une immense nuée de cuivre sombre. Et un léger vent devait la pousser. Elle s'en allait lentement à travers la nuit noire, barrant la voûte de son averse scélérate de cendres et de suie. Henriette eut un tressaillement, sembla sortir d'un cauchemar. Et, reprise par l'angoisse où la jetait la pensée de son frère, elle se fit une dernière fois suppliante. « Alors, vous ne pouvez rien pour moi ? Vous refusez de m'aider à entrer dans Paris ?» D'un nouveau geste, Otto parut vouloir balayer l'horizon. « À quoi bon ? Puisque demain, il n'y aura plus là-bas que des décombres. » Et ce fut tout. Elle descendit de la passerelle, sans dire même un adieu, fuyant avec sa petite valise, tandis que lui resta longtemps encore là-haut, immobile et mince, sanglé dans son uniforme, noyé de nuit, s'emplissant les yeux de la monstrueuse fête que lui donnait le spectacle de la Babylone en flammes. Comme Henriette sortait de la gare, elle eut la chance de tomber sur une grosse dame qui faisait marcher avec un voiturier pour qu'il la conduisît immédiatement à Paris, rue Richelieu. Et elle la pria tant, avec des larmes si touchantes, que celle-ci finit par consentir à l'emmener. Le voiturier, un petit homme noir, fouetta son cheval, n'ouvrit pas la bouche de tout le trajet. Mais la grosse dame ne tarissait pas, racontait comment, ayant quitté sa boutique l'avant-veille, après l'avoir fermée, elle avait eu le tort d'y laisser des valeurs, cachées dans un mur. Aussi, depuis 2 heures que la ville flambait, n'était-elle plus obsédée que d'une idée unique, celle de retourner là-bas, de reprendre son bien, même au travers du feu. À la barrière, il n'y avait qu'un poste somnolent. La voiture passa sans trop de difficulté, d'autant plus que la dame mentait, racontait qu'elle était allée chercher sa nièce pour soigner, à L2, son mari blessé par les Versaillais. Les grands obstacles commencèrent dans les rues, des barricades barraient la chaussée à chaque instant, il fallait faire de continuels détours. Enfin, au boulevard Poissonnière, le voiturier déclara qu'il n'irait pas plus loin. Et les 2 femmes durent continuer à pied par la rue du Sentier, la rue des Jeuneurs et tout le quartier de la Bourse. À mesure qu'elles s'étaient approchées des fortifications, le ciel incendié les avait éclairées d'une clarté de plein jour. Maintenant, elles étaient surprises du calme désert de cette partie de la ville, où ne parvenait que la palpitation d'un grondement lointain. Dès la Bourse, pourtant, des coups de feu leur arrivèrent, il leur fallut se glisser le long des maisons. Rue de Richelieu, quand elle eut retrouvé sa boutique intacte, ce fut la grosse dame, ravie, qui tint absolument à mettre sa compagne dans son chemin, rue du Hasard, rue Sainte-Anne, enfin rue des Orties. Des fédérés, dont le bataillon occupait encore la rue Sainte-Anne, voulurent un moment les empêcher de passer. Enfin, il était 4 heures, il faisait jour, lorsque Henriette, épuisée d'émotion et de fatigue, trouva grande ouverte la vieille maison de la rue des Orties. Et, après avoir monté l'étroit escalier sombre, elle dut prendre, derrière une porte, une échelle qui conduisait sur les toits. Maurice, à la barricade de la rue du Bac, entre les 2 sacs de terre, avait pu se relever sur les genoux, et une espérance s'était emparée de Jean qui croyait l'avoir cloué au sol. « Oh, mon petit, est-ce que tu vis encore ? Est-ce que j'aurai cette chance, sale brute que je suis ? Attends, laisse-moi voir. » Il examina la blessure avec précaution, à la clarté vive des incendies. La baïonnette avait traversé le bras, près de l'épaule droite, et le pis était qu'elle avait pénétré ensuite entre 2 côtes, intéressant sans doute le poumon. Pourtant, le blessé respirait sans trop de difficulté. Son bras seul pendait, inerte. « Mon pauvre vieux, ne te désespère donc pas. Je suis content tout de même. J'aime mieux en finir. Tu avais assez fait pour moi, car il y a longtemps, sans toi, que j'aurais crevé ainsi, au bord d'un chemin. »
Mais, à l'entendre dire ces choses, Jean était repris d'une violente douleur. « Veux-tu te taire ? Tu m'as sauvé 2 fois des pattes des Prussiens. Nous étions quittes. C'était à mon tour de donner ma vie. Et je te massacre. Ah, tonnerre de Dieu ! J'étais donc soûl que je ne t'ai pas reconnu. Oui, soûl comme un cochon, d'avoir déjà trop bu de sang. » Des larmes avaient jailli de ses yeux, au souvenir de leur séparation, là-bas, à Rumilly, lorsqu'ils s'étaient quittés en se demandant si l'on se reverrait un jour. Et comment, dans quelles circonstances de douleur ou de joie. Ça ne servait donc à rien d'avoir passé ensemble des jours sans pain, des nuits sans sommeil, avec la mort toujours présente. C'était donc pour les amener à cette abomination, à ce fratricide monstrueux et imbécile, que leurs cœurs s'étaient fondus l'un dans l'autre, pendant ces quelques semaines d'héroïque vie commune. Non, non, ils se révoltaient. « Laisse-moi faire, mon petit, il faut que je te sauve. » D'abord, ils devaient l'emmener de là, car la troupe achevait les blessés. La chance voulait qu'ils fussent seuls, il s'agissait de ne pas perdre une minute. Vivement, à l'aide de son couteau, il fendit la manche, enleva ensuite l'uniforme entier. Du sang coulait, il se hâta de bander le bras solidement avec des lambeaux arrachés de la doublure. Ensuite, il tamponna la plaie du torse, attacha le bras par-dessus. Il avait heureusement un bout de corde, il serra avec force ce pansement barbare qui offrait l'avantage d'immobiliser tout le côté atteint et d'empêcher l'hémorragie. « Peux-tu marcher ? » ?»« Oui, je crois. » Mais il n'osait l'emmener ainsi, en manche de chemise. Une brusque inspiration le fit courir dans une rue voisine, où il avait vu un soldat mort, et il revint avec une capote et un képi. Il lui jeta la capote sur les épaules, l'aida à passer son bras valide dans la manche gauche. Puis, quand il l'eut coiffé du képi, « Là, tu es des nôtres. Où allons-nous » C'était le grand embarras. Tout de suite, dans son réveil d'espoir et de courage, l'angoisse revint. Où trouver un abri assez sûr ? Les maisons étaient fouillées, on fusillait tous les communards pris les armes à la main. Et, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne connaissait quelqu'un dans ce quartier, pas une âme à qui demander asile, pas une cachette où disparaître. « Le mieux encore, ce serait chez moi, » dit Maurice. « La maison est à l'écart, personne au monde n'y viendra. Mais c'est de l'autre côté de l'eau, rue des Orties. » Jean, désespéré, irrésolu, mâchait de sourds jurons. Nom de Dieu, comment faire ? Il ne fallait pas songer à filer par le pont royal que les incendies éclairaient d'une éclatante lumière de plein soleil. À chaque instant, des coups de feu partaient des 2 rives. D'ailleurs, on se serait heurté aux Tuileries en flammes, au Louvre barricadé, gardé comme à une barrière infranchissable. Alors, c'est foutu. Pas moyen de passer, déclara Jean, qui avait habité Paris pendant 6 mois, au retour de la campagne d'Italie. Brusquement, une idée lui vint. S'il y avait des barques, au bas du pont royal, comme autrefois, on allait pouvoir tenter le coup. Ce serait très long, dangereux, pas commode. Mais on n'avait pas le choix. Et il fallait se décider vite. Écoute, mon petit, filons toujours d'ici. Ce n'est pas sain. Moi, je raconterai à mon lieutenant que des communards m'ont pris et que je me suis échappé. Il l'avait saisi par son bras valide. Il le soutint, l'aida à franchir le bout de la rue du Bac, au milieu des maisons qui flambaient maintenant, de haut en bas, comme des torches démesurées. Une pluie de tisons ardents tombait sur eux. La chaleur était si intense que tout le poil de leur face grillait. Puis, quand ils débouchèrent sur le quai, ils restèrent comme aveuglés un instant sous l'effrayante clarté des incendies, brûlant en gerbes immenses, aux 2 bords de la Seine. « Ce n'est pas les chandelles qui manquent, » grogna Jean, ennuyé de ce plein jour. Et il ne se sentit un peu en sûreté que lorsqu'il eut fait descendre à Maurice l'escalier de la berge, à gauche du pont royal, en aval. Là, sous le bouquet de grands arbres, au bord de l'eau, ils étaient cachés. Pendant près d'1 quart d'heure, des ombres noires qui s'agitaient en face, sur l'autre quai, les inquiétèrent. Il y eut des coups de feu, on entendit un grand cri, puis un plongeon, avec un brusque rejaillissement d'écume. Le pont était évidemment gardé. « Si nous passions la nuit dans cette baraque ?» demanda Maurice en montrant un bureau en planche de la navigation.
Ah oui, pour être pincé demain matin. Jean avait toujours son idée. Il venait bien de trouver là toute une flottille de petites barques, mais elles étaient enchaînées. Comment en détacher une, dégager les rames? Enfin, il découvrit une vieille paire de rames. Il put forcer un cadenas, mal fermé sans doute. Et, tout de suite, lorsqu'il eut couché Maurice à l'avant du canot, il s'abandonna avec prudence au fil du courant, longeant le bord, dans l'ombre des bains froids et des péniches. Ni l'un ni l'autre ne parlait plus, épouvantés de l'exécrable spectacle qui se déroulait. À mesure qu'ils descendaient la rivière, l'horreur semblait grandir dans le recul de l'horizon. Quand ils furent au pont de Solferino, ils virent d'un regard les 2 quais en flammes. À gauche, c'étaient les Tuileries qui brûlaient. Dès la tombée de la nuit, les communards avaient mis le feu aux 2 bouts du palais, au pavillon de Flore et au pavillon de Marsan. Et, rapidement, le feu gagnait le pavillon de l'horloge, au centre, où était préparée toute une mine, des tonneaux de poudre entassés dans la salle des maréchaux. En ce moment, les bâtiments intermédiaires jetaient, par leurs fenêtres crevées, des tourbillons de fumée rousse que traversaient de longues flamèches bleues. Les toits s'embrasaient, gercés de lézardes ardentes, s'entr'ouvrant comme une terre volcanique sous la poussée du brasier intérieur. Mais, surtout, le pavillon de Flore, allumé le premier, flambait du rez-de-chaussée au vaste comble, dans un ronflement formidable. Le pétrole, dont on avait enduit le parquet et les tentures, donnait aux flammes une intensité telle qu'on voyait les fers des balcons se tordre et que les hautes cheminées monumentales éclataient, avec leurs grands soleils sculptés, d'un rouge de braise. Puis, à droite, c'était d'abord le palais de la Légion d'honneur, incendié à 5 heures du soir, qui brûlait depuis près de 7 heures, et qui se consumait en une large flambée de bûchers dont tout le bois s'achèverait d'un coup. Ensuite, c'était le palais du Conseil d'État, l'incendie immense, le plus énorme, le plus effroyable, le cube de pierre géant aux 2 étages de portique, vomissant des flammes. Les 4 bâtiments qui entouraient la grande cour intérieure avaient pris feu à la fois, et là, le pétrole, versé à pleines tonnes dans les 4 escaliers, aux 4 angles, avait ruisselé, roulant le long des marches des torrents de l'enfer. Sur la façade du bord de l'eau, la ligne nette de l'attique se détachait en une rampe noircie, au milieu des langues rouges qui en léchaient les bords, tandis que les colonnades, les entablements, les frises, les sculptures apparaissaient avec une puissance de relief extraordinaire, dans un aveuglant reflet de fournaise. Il y avait surtout là un branle, une force du feu si terrible que le colossal monument en était comme soulevé, tremblant et grondant sur ses fondations, ne gardant que la carcasse de ses murs épais, sous cette violence d'éruption qui projetait au ciel le zinc de ses toitures. Ensuite, c'était, à côté, la caserne d'Orsay, dont tout un pan brûlait, en une colonne haute et blanche, pareille à une tour de lumière. Et c'était enfin, derrière, d'autres incendies encore, les 7 maisons de la rue du Bac, les 22 maisons de la rue de Lille, embrasant l'horizon, détachant les flammes sur d'autres flammes, en une mer sanglante et sans fin. Jean, étranglé, murmura : « Ce n'est pas Dieu possible, la rivière va prendre feu !» La barque, en effet, semblait portée par un fleuve de braise. Sous les reflets dansants de ces foyers immenses, on aurait cru que la Seine roulait des charbons ardents. De brusques éclairs rouges y couraient, dans un grand froissement de tisons jaunes. Et ils descendaient toujours lentement, au fil de cette eau incendiée, entre les palais en flammes, ainsi que dans une rue démesurée de ville maudite, brûlant aux 2 bords d'une chaussée de lave en fusion. « Ah !» dit à son tour Maurice, repris de folie devant cette destruction qu'il avait voulue, « que tout flambe donc, et que tout saute !» Mais d'un geste terrifié, Jean le fit taire, comme s'il avait craint qu'un tel blasphème ne leur portât malheur.
Était-ce possible qu'un garçon qu'il aimait tant, si instruit, si délicat, en fût arrivé à des idées pareilles? Et il ramait plus fort, car il avait dépassé le pont de Solferino. Il se trouvait maintenant dans un large espace découvert. La clarté devenait telle que la rivière était éclairée comme par le soleil de midi, tombant d'aplomb, sans une ombre. On distinguait les moindres détails avec une précision singulière, les moires du courant, les tas de gravier des berges, les petits arbres des quais. Surtout, les ponts apparaissaient, d'une blancheur éclatante, si nette qu'on en aurait compté les pierres. Et l'on aurait dit, d'un incendie à l'autre, de minces passerelles intactes au-dessus de cette eau brasillante. Par moments, au milieu de la clameur grondante et continue, de brusques craquements se faisaient entendre. Des rafales de suie tombaient, le vent apportait des odeurs empestées. Et l'épouvantement, c'était que Paris, les autres quartiers lointains, là-bas, au fond de la trouée de la Seine, n'existaient plus. À droite, à gauche, la violence des incendies éblouissait, creusait au-delà un abîme noir. On ne voyait plus qu'une énormité ténébreuse, un néant, comme si Paris tout entier, gagné par le feu, fût dévoré, eût déjà disparu dans une éternelle nuit. Et le ciel aussi était mort. Les flammes montaient si haut qu'elles éteignaient les étoiles. Maurice, que le délire de la fièvre soulevait, eut un rire de fou. « Une belle fête au Conseil d'État et aux Tuileries. On a illuminé les façades. Les lustres étincellent, les femmes dansent. Ah, dansez, dansez donc dans vos cotillons qui fument, avec vos chignons qui flamboient. » De son bras valide, il évoquait les galas de Gomorrhe et de Sodome, les musiques, les fleurs, les jouissances monstrueuses, les palais crevant de telles débauches, éclairant l'abomination des nudités d'un tel luxe de bougies qu'ils s'étaient incendiés eux-mêmes. Soudain, il y eut un fracas épouvantable. C'était, aux Tuileries, le feu venu des deux bouts qui atteignait la salle des maréchaux. Les tonneaux de poudre s'enflammaient, le pavillon de l'horloge sautait avec une violence de poudrière. Une gerbe immense monta, un panache qui emplit le ciel noir, le bouquet flamboyant de l'effroyable fête. « Bravo, la danse !» cria Maurice, comme à une fin de spectacle, lorsque tout retombe aux ténèbres. Jean, bégayant, le supplia de nouveau, en phrases éperdues. Non, non, il ne fallait point vouloir le mal. Si c'était la destruction de tout, eux-mêmes allaient donc périr. Et il n'avait plus qu'une hâte, aborder, échapper au terrible spectacle. Pourtant, il eut la prudence de dépasser encore le pont de la Concorde, de façon à ne débarquer que sur la berge du quai de la Conférence, après le coude de la Seine. Et, à ce moment critique, au lieu de laisser aller le canot, il perdit quelques minutes à l'amarrer solidement dans son respect instinctif du bien des autres. Son plan était de gagner la rue des Orties par la place de la Concorde et la rue Saint-Honoré. Après avoir fait asseoir Maurice sur la berge, il monta seul l'escalier du quai. Il fut repris d'inquiétude en comprenant quelle peine ils auraient à franchir les obstacles entassés là. C'était l'imprenable forteresse de la commune, la terrasse des Tuileries armée de canons, les rues Royales, Saint-Florentin et de Rivoli, barrées par de hautes barricades, solidement construites. Et cela expliquait la tactique de l'armée de Versailles, dont les lignes, cette nuit-là, formaient un immense angle rentrant, le sommet à la place de la Concorde, les deux extrémités, l'une sur la rive droite, à la gare des marchandises de la Compagnie du Nord, l'autre sur la rive gauche, à un bastion des remparts, près de la porte d'Arcueil. Mais le jour allait naître. Les communards avaient évacué les Tuileries et les barricades. La troupe venait de s'emparer du quartier, au milieu d'autres incendies. 12 autres maisons qui brûlaient depuis 9 heures du soir, au carrefour de la rue Saint-Honoré et de la rue Royale. En bas, lorsque Jean fut redescendu sur la berge, il trouva Maurice somnolent,
comme hébété après sa crise de surexcitation. « Ça ne va pas être facile. Au moins, pourras-tu marcher encore, mon petit ?»« Oui, oui, ne t'inquiète pas. J'arriverai toujours, mort ou vivant. » Et il eut surtout de la peine à monter l'escalier de pierre. Puis, en haut, sur le quai, il marcha lentement, au bras de son compagnon, d'un pas de somnambule. Bien que le jour ne se levât pas encore, le reflet des incendies voisins éclairait la vaste place d'une aube livide. Ils en traversèrent la solitude, le cœur serré de cette morne dévastation. Au debout, de l'autre côté du pont et à l'extrémité de la rue Royale, on distinguait confusément les fantômes du palais Bourbon et de la Madeleine, labourés par la canonnade. La terrasse des Tuileries, battue en brèche, s'était en partie écroulée. Sur la place même, des balles avaient troué le bronze des fontaines. Le tronc géant de la statue de Lille gisait par terre, coupé en deux par un obus, tandis que la statue de Strasbourg, à côté, voilée de crêpe, semblait porter le deuil de tant de ruines. Et il y avait là, près de l'obélisque, intact, dans une tranchée, un tuyau à gaz, fendu par quelques coups de pioche, qu'un hasard avait allumé, et qui lâchait, avec un bruit strident, un long jet de flammes. Jean évita la barricade qui fermait la rue Royale, entre le ministère de la Marine et le garde-meuble, sauvé du feu. Il entendait, derrière les sacs et les tonneaux de terre dont elle était faite, de grosses voix de soldats. En avant, un fossé la défendait, plein d'eau croupie, où nageait un cadavre de fédéré. Et, par une brèche, on apercevait les maisons du carrefour Saint-Honoré, qui achevaient de brûler malgré les pompes venues de la banlieue dont on distinguait le ronflement. À droite et à gauche, les petits arbres, les kiosques des marchandes de journaux, étaient brisés, criblés de mitraille. De grands cris s'élevaient, les pompiers venaient de découvrir, dans une cave, 7 locataires d'une des maisons, à moitié carbonisées. Bien que la barricade barrant la rue Saint-Florentin et la rue de Rivoli parût plus formidable encore, avec ses hautes constructions savantes, Jean avait eu l'instinct d'y sentir le passage moins dangereux. Elle était en effet complètement évacuée, sans que la troupe eût encore osé l'occuper. Des canons y dormaient, dans un lourd abandon. Pas une âme derrière cet invincible rempart, rien qu'un chien errant qui se sauva. Mais comme Jean se hâtait, dans la rue Saint-Florentin, soutenant Maurice affaibli, ce qu'il craignait arriva. Ils se heurtèrent contre toute une compagnie du 88e de ligne, qui avait tourné la barricade. « Mon capitaine, expliqua-t-il, c'est un camarade que ces brigands viennent de blesser, et que je conduis à l'ambulance. » La capote, jetée sur les épaules de Maurice, le sauva, et le cœur de Jean sautait à se rompre, pendant qu'ils descendaient enfin ensemble la rue Saint-Honoré. Le jour pointait à peine, des coups de feu partaient des rues transversales, car on se battait encore dans tout le quartier. Ce fut un miracle s'ils purent atteindre la rue des Frondeurs, sans faire d'autres mauvaises rencontres. Ils n'allaient plus que très lentement, ces 300 ou 400 mètres à parcourir semblèrent interminables. Puis, rue des Frondeurs, ils tombèrent dans un poste de communards. Mais ceux-ci, effrayés, croyant à l'arrivée de tout un régiment, prirent la fuite, et il ne restait qu'un bout de la rue d'Argenteuil à suivre pour être rue des Orties. Ah, cette rue des Orties, avec quelle fièvre d'impatience Jean la souhaitait depuis 4 grandes heures. Lorsqu'ils y entrèrent, ce fut une délivrance. Elle était noire, déserte, silencieuse, comme à 100 lieues de la bataille. La maison, une vieille et étroite maison sans concierge, dormait d'un sommeil de mort. « J'ai les clés dans ma poche, » bégaya Maurice. « La grande est celle de la rue, la petite, celle de ma chambre, tout en haut. » Et il succomba. Il s'évanouit entre les bras de Jean, dont l'inquiétude et l'embarras furent extrêmes. Il en oublia de refermer la porte de la rue et dut le monter à tâtons dans cet escalier inconnu, en évitant les chocs, de peur d'amener du monde.
Puis, en haut, il se perdit. Il lui fallut poser le blessé sur une marche, chercher la porte, à l'aide d'allumettes qu'il avait heureusement. Et ce fut seulement lorsqu'il l'eut trouvé qu'il redescendit le prendre. Enfin, il le coucha sur le petit lit de fer en face de la fenêtre, dominant Paris, qu'il ouvrit toute large dans un besoin de grand air et de lumière. Le jour naissait. Il tomba devant le lit, sanglotant, assommé et sans force, sous le réveil de cette affreuse pensée qu'il avait tué son ami. Des minutes durent s'écouler. Il fut à peine surpris en apercevant soudain Henriette. Rien n'était plus naturel. Son frère était mourant. Elle arrivait. Il ne l'avait pas même vue entrer. Peut-être se trouvait-elle là depuis des heures. Maintenant, affaissé sur une chaise, il la regardait stupidement s'agiter sous le coup de mortelle douleur qui l'avait frappé à la vue de son frère sans connaissance, couvert de sang. Il finit par avoir un souvenir. Il demanda « Dites donc, vous avez refermé la porte de la rue ?» Bouleversée, elle répondit affirmativement d'un signe de tête. Et, comme elle venait enfin lui donner ses deux mains dans un besoin d'affection et de secours, il reprit « Vous savez, c'est moi qui l'ai tué. » Elle ne comprenait pas, elle ne le croyait pas. Il sentait les deux petites mains rester calmes dans les siennes. « C'est moi qui l'ai tué, oui, là-bas, sur une barricade. Il se battait d'un côté, moi de l'autre. » Les petites mains se mirent à trembler. On était comme des hommes soûls. On ne savait plus ce qu'on faisait. C'est moi qui l'ai tué. Alors, Henriette retira ses mains, frissonnantes, toutes blanches, avec des yeux de terreur qui le regardaient fixement. C'était donc la fin de tout, et rien n'allait donc survivre, dans son cœur broyé. Ah, ce Jean à qui elle pensait le soir même, heureuse du vague espoir de le revoir peut-être. Et il avait fait cette chose abominable, et il venait pourtant de sauver encore Maurice, puisque c'était lui qui l'avait rapporté là, au travers de tant de dangers. Elle ne pouvait plus lui abandonner ses mains, sans un recul de tout son être. Mais elle eut un cri, et elle mit la dernière espérance de son cœur combattu. « Oh, je le guérirai. Il faut que je le guérisse maintenant. » Pendant ces longues veillées à l'ambulance de Remilly, elle était devenue très experte à soigner, à panser les blessures, et elle voulut tout de suite examiner celle de son frère, qu'elle déshabilla sans le tirer de son évanouissement. Mais, quand elle défit le pansement sommaire imaginé par Jean, il s'agita, il eut un faible cri en ouvrant de grands yeux de fièvre. Tout de suite, d'ailleurs, il la reconnut. Il sourit. « Tu es donc là ? Ah, que je suis content de te voir avant de mourir. » Elle le fit taire, d'un beau geste de confiance. « Mourir ? Mais je ne veux pas. Je veux que tu vives. Ne parle plus. Laisse-moi faire. » Cependant, lorsqu'Henriette eut examiné le bras traversé, les côtes atteintes, elle s'assombrit. Ses yeux se troublèrent. Vivement, elle prenait possession de la chambre, parvenait à trouver un peu d'huile, déchirait de vieilles chemises pour en faire des bandes, tandis que Jean descendait chercher une cruche d'eau. Il n'ouvrait plus la bouche, il la regarda laver les blessures, les panser adroitement, incapable de l'aider, anéantie depuis qu'elle était là. Quand elle eut fini, voyant son inquiétude, il offrit pourtant de se mettre en quête d'un médecin. Mais elle avait toute son intelligence nette. Non, non, pas le premier médecin venu, qui livrerait peut-être son frère. Il fallait un homme sûr, on pouvait attendre quelques heures. Enfin, comme Jean parlait de s'en aller pour rejoindre son régiment, il fut entendu que, dès qu'il lui serait possible de s'échapper, il reviendrait, en tâchant de ramener un chirurgien avec lui. Il ne partit pas encore. Il semblait ne pouvoir se résoudre à quitter cette chambre toute pleine du malheur qu'il avait fait.
Après avoir été refermée un instant, la fenêtre venait d'être ouverte de nouveau. Et, de son lit, la tête haute, le blessé regardait, tandis que les deux autres avaient, eux aussi, les regards perdus au loin, dans le lourd silence qui avait fini par les accabler. De cette hauteur de la butte des Moulins, toute une grande moitié de Paris s'étendait sous eux. D'abord les quartiers du centre, du faubourg Saint-Honoré jusqu'à la Bastille, puis le cours entier de la Seine, avec le pullulement lointain de la rive gauche, une mer de toitures, de cimes d'arbres, de clochers, de dômes et de tours. Le jour grandissait, l'abominable nuit, une des plus affreuses de l'histoire, était finie. Mais, dans la pure clarté du soleil levant, sous le ciel rose, les incendies continuaient. En face, on apercevait les Tuileries qui brûlaient toujours, la caserne d'Orsay, les palais du Conseil d'État et de la Légion d'honneur, dont les flammes, pâlies par la pleine lumière, donnaient au ciel un grand frisson. Même, au-delà des maisons de la rue de Lille et de la rue du Bac, d'autres maisons devaient flamber, car des colonnes de flamèches montaient du carrefour de la Croix-Rouge. Et plus loin encore, de la rue Vavin et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Sur la droite, tout près, s'achevaient les incendies de la rue Saint-Honoré, tandis que, sur la gauche, au Palais Royal et au Nouveau Louvre, avortaient des feux tardifs, mis vers le matin. Mais, surtout, ce qu'ils ne s'expliquèrent pas d'abord, c'était une grosse fumée noire que le vent d'ouest poussait jusque sous la fenêtre. Depuis 3 heures du matin, le ministère des Finances brûlait, sans flamme haute, se consumait en épais tourbillons de suie, tellement le prodigieux amas des paperasses s'étouffait sous les plafonds bas, dans ses constructions de plâtre. Et s'il n'y avait plus là, au-dessus du réveil de la grande ville, l'impression tragique de la nuit, l'épouvante d'une destruction totale, la Seine roulant des braises, Paris allumé aux 4 bouts, une tristesse désespérée et morne passait sur les quartiers épargnés, avec cette épaisse fumée continue dont le nuage s'élargissait toujours. Bientôt, le soleil, qui s'était levé limpide, en fut caché, et il ne resta que ce deuil, dans le ciel fauve. Maurice, que le délire devait reprendre, murmura avec un geste lent qui embrassait l'horizon sans bornes. « Est-ce que tout brûle ? Ah, que c'est long !» Des larmes étaient montées aux yeux d'Henriette, comme si son malheur s'était accru encore de ces désastres immenses où avait trempé son frère. Et Jean, qui n'osa ni lui reprendre la main ni embrasser son ami, partit alors d'un air fou. « Au revoir, et à tout à l'heure !» Il ne put revenir que le soir, vers 8 heures, après la nuit tombée. Malgré sa grande inquiétude, il était heureux. Son régiment, qui ne se battait plus, venait de passer en seconde ligne et avait reçu l'ordre de garder le quartier. De sorte que, bivouaquant avec sa compagnie sur la place du Carrousel, il espérait pouvoir monter chaque soir prendre des nouvelles du blessé. Et il ne revenait pas seul. Un hasard lui avait fait rencontrer l'ancien major du 106e, qui l'amenait dans un coup de désespoir, n'ayant pu trouver un autre médecin, en se disant que, tout de même, ce terrible homme à tête de lion était un brave homme. Quand Bourroche, qui ne savait pour quel blessé ce soldat suppliant le dérangeait, et qui grognait d'être monté si haut, eut compris qu'il avait sous les yeux un communard, il entra d'abord dans une violente colère. « Tonnerre de Dieu, est-ce que vous vous fichez de moi ? Des brigands qui sont là de voler, d'assassiner et d'incendier. Son affaire est claire à votre bandit, et je me charge de le faire guérir, oui, avec 3 balles dans la tête. » Mais la vue d'Henriette, si pâle dans sa robe noire, avec ses beaux cheveux blonds dénoués, le calma brusquement. « C'est mon frère, monsieur le major, et c'est un de vos soldats de Sedan. » Il ne répondit pas, débanda les plaies, les examina en silence, tira des fioles de sa poche et refit un pansement, en montrant à la jeune femme comment on devait s'y prendre. Puis, de sa voix rude, il demanda tout à coup au blessé. « Pourquoi t'es-tu mis du côté des gredins ? Pourquoi as-tu fait une saleté pareille ?» Maurice, les yeux luisants,
le regardait depuis qu'il était là, sans ouvrir la bouche. Il répondit ardemment, dans sa fièvre. « Parce qu'il y a trop de souffrance, trop d'iniquité et trop de honte. » Alors, Bourroche eut un grand geste, comme pour dire qu'on allait loin quand on entrait dans ces idées-là. Il fut sur le point de parler encore, finit par se taire, et il partit, en ajoutant simplement « Je reviendrai ». Sur le palier, il déclara à Henriette qu'il n'osait répondre de rien. Le poumon était touché sérieusement, une hémorragie pouvait se produire, qui foudroierait le blessé. Lorsque Henriette rentra, elle s'efforça de sourire, malgré le coup qu'elle venait de recevoir en plein cœur. Est-ce qu'elle ne le sauverait pas ? Est-ce qu'elle n'allait pas empêcher cette affreuse chose, leur éternelle séparation à tous les trois qui étaient là réunis encore, dans leur ardent souhait de vie ? De la journée, elle n'avait pas quitté cette chambre. Une vieille voisine s'était chargée obligeamment de ses commissions. Et elle revint reprendre sa place, près du lit, sur une chaise. Mais, cédant à son excitation fiévreuse, Maurice questionnait Jean, voulait savoir. Celui-ci ne disait pas tout, évitait de compter l'enragée colère qui montait contre la commune agonisante, dans Paris délivré. On était déjà au mercredi. Depuis le dimanche soir, depuis 2 grands jours, les habitants avaient vécu au fond de leur cave, suant la peur. Et, le mercredi matin, lorsqu'ils avaient pu se hasarder, le spectacle des rues défoncées, les débris, le sang, les effroyables incendies surtout, venait de les jeter à une exaspération vengeresse. Le châtiment allait être immense. On fouillait les maisons, on jetait au peloton des exécutions sommaires le flot suspect des hommes et des femmes qu'on ramassait. Dès 6 heures du soir, ce jour-là, l'armée de Versailles était maîtresse de la moitié de Paris, du parc de Montsouris à la gare du Nord, en passant par les grandes voies. Et les derniers membres de la commune, une vingtaine, avaient dû se réfugier boulevard Voltaire à la maison du 11e arrondissement. Un silence se fit. Maurice murmura, les yeux au loin sur la ville, par la fenêtre ouverte à l'air tiède de la nuit. Enfin, ça continue. Paris brûle. C'était vrai. Les flammes avaient reparu dès la tombée du jour. Et, de nouveau, le ciel s'empourprait d'une lueur scélérate. Dans l'après-midi, lorsque la poudrière du Luxembourg avait sauté avec un fracas épouvantable, le bruit s'était répandu que le Panthéon venait de crouler au fond des catacombes. Toute la journée d'ailleurs, les incendies de la veille avaient continué. Le palais du Conseil d'État et les Tuileries brûlaient. Le ministère des Finances fumait à gros tourbillons. 10 fois, il avait fallu fermer la fenêtre, sous la menace d'une nuée de papillons noirs, des vols incessants de papier brûlé, que la violence du feu emportait au ciel, d'où il retombait en pluie fine. Et Paris entier en fut couvert, et l'on en ramassa jusqu'en Normandie, à 20 lieues. Puis, maintenant, ce n'étaient pas seulement les quartiers de l'Ouest et du Sud qui flambaient. Les maisons de la rue Royale, celles du carrefour de la Croix-Rouge et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Tout l'est de la ville semblait en flammes. L'immense brasier de l'hôtel de ville barrait l'horizon d'un bûcher géant. Et il y avait encore là, allumé comme des torches, le théâtre lyrique, la mairie du 4e arrondissement, plus de 30 maisons des rues voisines, sans compter le théâtre de la Porte Saint-Martin au nord, qui rougeoyait à l'écart, ainsi qu'une meule au fond des champs ténébreux. Des vengeances particulières s'exerçaient, peut-être aussi des calculs criminels s'acharnaient-ils à détruire certains dossiers. Il n'était même plus question de se défendre, d'arrêter par le feu les troupes victorieuses. Seule la démence soufflait. Le palais de justice, l'Hôtel-Dieu, Notre-Dame venaient d'être sauvés au petit bonheur du hasard. Détruire pour détruire, ensevelir la vieille humanité pourrie sous les cendres d'un monde, dans l'espoir qu'une société nouvelle repousserait, heureuse et candide, en plein paradis terrestre des primitives légendes.
Ah, la guerre, l'exécrable guerre, dit à demi-voix Henriette en face de cette cité de ruines, de souffrance et d'agonie. N'était-ce pas, en effet, l'acte dernier et fatal, la folie du sang qui avait germé sur les champs de défaite de Sedan et de Metz, l'épidémie de destruction née du siège de Paris, la crise suprême d'une nation en danger de mort, au milieu des tueries et des écroulements? Mais Maurice, sans quitter des yeux les quartiers qui brûlaient, là-bas, bégaya lentement, avec peine. « Non, non, ne maudis pas la guerre. Elle est bonne. Elle fait son œuvre. » Jean l'interrompit d'un cri de haine et de remords. « Sacré bon Dieu, quand je te vois là, et quand c'est par ma faute, ne la défends plus. C'est une sale chose que la guerre. » Le blessé eut un geste vague. « Oh, moi, qu'est-ce que ça fait ? Il y en a bien d'autres. C'est peut-être nécessaire, cette saignée. La guerre, c'est la vie qui ne peut pas être sans la mort. » Et les yeux de Maurice se fermèrent, dans la fatigue de l'effort que lui avaient coûté ces quelques mots. D'un signe, Henriette avait prié Jean de ne pas discuter. Toute une protestation la soulevait elle-même, sa colère contre la souffrance humaine, malgré son calme de femme frêle et si brave, avec ses regards limpides où revivait l'âme héroïque du grand-père, le héros des légendes napoléoniennes. 2 jours se passèrent, le jeudi et le vendredi, au milieu des mêmes incendies et des mêmes massacres. Le fracas du canon ne cessait pas. Les batteries de Montmartre, dont l'armée de Versailles s'était emparée, canonnaient sans relâche celles que les fédérés avaient installées à Belleville et au Père-Lachaise. Et ces dernières tiraient au hasard sur Paris. Des obus étaient tombés rue Richelieu et à la place Vendôme. Le 25 au soir, toute la rive gauche était entre les mains des troupes. Mais, sur la rive droite, les barricades de la place du Château d'Eau et de la place de la Bastille tenaient toujours. Il y avait là 2 véritables forteresses que défendait un feu terrible, incessant. Au crépuscule, dans la débandade des derniers membres de la commune, Delescluze avait pris sa canne, et il était venu, d'un pas de promenade, tranquillement, jusqu'à la barricade qui fermait le boulevard Voltaire, pour y tomber foudroyé, en héros. Le lendemain, le 26, dès l'aube, le Château d'Eau et la Bastille furent emportés. Les communards n'occupèrent plus que la Villette, Belleville et Charonne, de moins en moins nombreux, réduits à la poignée de braves qui voulaient mourir. Et pendant 2 jours, ils devaient résister encore et se battre, furieusement. Le vendredi soir, comme Jean s'échappait de la place du Carrousel pour retourner rue des Orties, il assista, au bas de la rue Richelieu, à une exécution sommaire, dont il resta bouleversé. Depuis l'avant-veille, 2 cours martiales fonctionnaient, la première au Luxembourg, la seconde au théâtre du Châtelet. Les condamnés de l'une étaient passés par les armes dans le jardin, tandis que l'on traînait ceux de l'autre jusqu'à la caserne Lobau, où des pelotons en permanence les fusillaient, dans la cour intérieure, presque à bout portant. Ce fut là surtout que la boucherie devint effroyable. Des hommes, des enfants, condamnés sur un indice, les mains noires de poudre, les pieds simplement chaussés de souliers d'ordonnance. Des innocents dénoncés à faux, victimes de vengeances particulières, hurlant des explications sans pouvoir se faire écouter. Des troupeaux jetés pêle-mêle sous les canons des fusils, tant de misérables à la fois qu'il n'y avait pas des balles pour tous et qu'il fallait achever les blessés à coups de crosse. Le sang ruisselait. Des tombereaux emportaient les cadavres du matin au soir. Et, par la ville conquise, au hasard des brusques affolements de rage vengeresse, d'autres exécutions se faisaient, devant les barricades, contre les murs des rues désertes, sur les marches des monuments. C'était ainsi que Jean venait de voir des habitants du quartier amenant une femme et 2 hommes au poste qui gardaient le théâtre français. Les bourgeois se montraient plus féroces que les soldats.
Les journaux qui y avaient reparu poussaient à l'extermination. Toute une foule violente s'acharnait contre la femme surtout, une de ces pétroleuses dont la peur hantait les imaginations hallucinées, qu'on accusait de rôder le soir, de se glisser le long des habitations riches pour lancer des bidons de pétrole enflammés dans les caves. On venait, criait-on, de surprendre celle-là, accroupie devant un soupirail de la rue Sainte-Anne, et, malgré ses protestations et ses sanglots, on la jeta, avec les deux hommes, au fond d'une tranchée de barricade qu'on n'avait pas comblée encore. On les fusilla dans ce trou de terre noire, comme des loups pris au piège. Des promeneurs regardaient. Une dame s'était arrêtée avec son mari, tandis qu'un mitron, qui portait une tourte dans le voisinage, sifflait un air de chasse. Jean se hâtait de gagner la rue des Orties, le cœur glacé, quand il eut un brusque souvenir. N'était-ce pas Chouteau, l'ancien soldat de son escouade qu'il venait de voir, sous l'honnête blouse blanche d'un ouvrier, assistant à l'exécution, avec des gestes approbateurs? Et il savait le rôle du bandit, traître, voleur et assassin. Un instant, il fut sur le point de retourner là-bas, de le dénoncer, de le faire fusiller sur les corps des trois autres. Ah, cette tristesse! Les plus coupables et échappant au châtiment, promenant leur impunité au soleil, tandis que des innocents pourrissent dans la terre. Henriette, au bruit des pas qui montaient, était sortie sur le palier. « Soyez prudent, il est aujourd'hui dans un état de surexcitation extraordinaire. Le major est revenu, il m'a désespéré. » En effet, Bourroche avait hoché la tête, en ne pouvant rien promettre encore. Peut-être, tout de même, la jeunesse du blessé triompherait-elle des accidents qu'il redoutait. « Ah, c'est toi, dit fiévreusement Maurice à Jean dès qu'il l'aperçut. Je t'attendais. Qu'est-ce qu'il se passe? Où en est-on? » Et, le dos contre son oreiller, en face de la fenêtre qu'il avait forcé sa sœur à ouvrir, montrant la ville redevenue noire, qu'un nouveau reflet de fournaise éclairait. « Hein? Ça recommence. Paris brûle. Paris brûle tout entier, cette fois. » Dès le coucher du soleil, l'incendie du grenier d'abondance avait enflammé les quartiers lointains, en haut de la coulée de la Seine. Aux Tuileries, au Conseil d'État, les plafonds devaient crouler, activant le brasier des poutres qui se consumaient, car des foyers partiels s'étaient rallumés. Des flamèches et des étincelles montaient par moments. Beaucoup des maisons qu'on croyait éteintes se remettaient ainsi à flamber. Depuis 3 jours, l'ombre ne pouvait se faire sans que la ville parût reprendre feu, comme si les ténèbres eussent soufflé sur les tisons rouges encore, les ravivant, les semant aux 4 coins de l'horizon. Ah, cette ville d'enfer qui rougeoyait dès le crépuscule, allumée pour toute une semaine, éclairant de ses torches monstrueuses les nuits de la semaine sanglante. Et, cette nuit-là, quand les docks de la Villette brûlèrent, la clarté fut si vive sur la cité immense qu'on put la croire réellement incendiée par tous les bouts, cette fois envahie et noyée sous les flammes. Dans le ciel saignant, les quartiers rouges, à l'infini, roulaient le flot de leurs toitures de braise. « C'est la fin !» répéta Maurice. « Paris brûle !» Il s'excitait avec ces mots, redits à 20 reprises, dans un besoin fébrile de parler, après la lourde somnolence qu'il avait tenue presque muet pendant 3 jours. Mais un bruit de larmes étouffées lui fit tourner la tête. « Comment, petite sœur? C'est toi, si brave? Tu pleures parce que je vais mourir. » Elle l'interrompit en se récriant. « Mais tu ne mourras pas !»« Si, ça vaut mieux. Il le faut. Ah, va, ce n'est pas grand-chose de bon qui s'en ira avec moi. Avant la guerre, je t'ai fait tant de peine, j'ai coûté si cher à ton cœur et à ta bourse. Toutes ces sottises, toutes ces folies que j'ai commises, et qui auraient mal fini, qui sait? La prison, le ruisseau. » De nouveau, elle lui coupait la parole, violemment. « Tais-toi, tais-toi! Tu as tout racheté!
Il se tut, songea un instant. Quand je serai mort, oui, peut-être. Ah, mon vieux Jean, tu nous as tout de même rendu à tous un fier service quand tu m'as allongé ton coup de baïonnette. Mais lui aussi, les yeux gros de larmes, protestait. Ne dis pas ça. Tu veux donc que je me casse la tête contre un mur? Ardemment, Maurice continua. Rappelle-toi donc que ce que tu m'as dit, le lendemain de Sedan, quand tu prétendais que ce n'était pas mauvais, parfois, de recevoir une bonne gifle. Et tu ajoutais que, lorsqu'on avait de la pourriture quelque part, un membre gâté, ça valait mieux de le voir par terre, abattu d'un coup de hache, que d'en crever comme d'un choléra. J'ai songé souvent à cette parole, depuis que je me suis trouvé seul, enfermé dans ce Paris de démence et de misère. Eh bien, c'est moi qui suis le membre gâté que tu as abattu. Son exaltation grandissait. Il n'écoutait même plus les supplications d'Henriette et de Jean, terrifiés. Et il continuait, dans une fièvre chaude, abondante en symboles, en images éclatantes. C'était la partie saine de la France, la raisonnable, la pondérée, la paysanne, celle qui était restée le plus près de la terre, qui supprimait la partie folle, exaspérée, gâtée par l'Empire, détraquée de rêveries et de jouissances. Et il lui avait ainsi fallu couper dans sa chair même, avec un arrachement de tout l'être, sans trop savoir ce qu'elle faisait. Mais le bain de sang était nécessaire, et de sang français, l'abominable holocauste, le sacrifice vivant, au milieu du feu purificateur. Désormais, le calvaire était monté jusqu'à la plus terrifiante des agonies. La nation crucifiée expiait ses fautes et allait renaître. Mon vieux Jean, tu es le simple et le solide. Va, prends la pioche, prends la truelle, et retourne le champ, et rebâtis la maison. Moi, tu as bien fait de m'abattre, puisque j'étais l'ulcère collé à tes os. Il délira encore. Il voulut se lever, s'accouder à la fenêtre. Paris brûle, rien ne restera. Ah, cette flamme qui emporte tout, qui guérit tout. Je l'ai voulu, oui. Elle fait la bonne besogne. Laissez-moi descendre. Laissez-moi achever l'œuvre d'humanité et de liberté. Jean eut toutes les peines du monde à le remettre au lit, tandis qu'Henriette, en larmes, lui parlait de leur enfance, le suppliait de se calmer, au nom de leur adoration. Et, sur Paris immense, le reflet de braise avait encore grandi. La mer de flammes semblait gagner les lointains ténébreux de l'horizon. Le ciel était comme la voûte d'un four géant, chauffé au rouge clair. Et, dans cette clarté fauve des incendies, les grosses fumées du ministère des Finances, qui brûlaient obstinément depuis l'avant-veille, sans une flamme, passaient toujours en une sombre et lente nuée de deuil. Le lendemain, le samedi, une amélioration brusque se déclara dans l'état de Maurice. Il était beaucoup plus calme, la fièvre avait diminué, et ce fut une grande joie pour Jean lorsqu'il trouva Henriette souriante, reprenant le rêve de leur intimité à trois dans un avenir de bonheur encore possible, qu'elle ne voulait pas préciser. Est-ce que le destin allait faire grâce? Elle passait les nuits, elle ne bougeait pas de cette chambre, où sa douceur active de Cendrillon, ses soins légers et silencieux mettaient comme une caresse continue. Et ce soir-là, Jean s'oublia près de ses amis avec un plaisir étonné et tremblant. Dans la journée, les troupes avaient pris Belleville et les buttes de Chaumont. Il n'y avait plus que le cimetière du Père-Lachaise, transformé en un camp retranché, qui résista. Tout lui semblait fini. Il affirmait même qu'on ne fusillait plus personne. Il parla simplement des troupeaux de prisonniers qu'on dirigeait sur Versailles. Le matin, le long du quai, il en avait rencontré un. Des hommes en blouse, en paletot, en manches de chemise, des femmes de tout âge, les unes avec des masques creusés de furie, les autres dans la fleur de leur jeunesse, des enfants âgés de 15 ans à peine, tout un flot roulant de misère et de révolte que des soldats poussaient sous le clair soleil, et que les bourgeois de Versailles, disait-on, accueillaient avec des huées
à coups de canne et d'ombrelle. Mais, le dimanche, Jean fut épouvanté. C'était le dernier jour de l'exécrable semaine. Dès le triomphal lever du soleil, par cette limpide et chaude matinée de jour de fête, il sentit passer le frisson de l'agonie suprême. On venait d'apprendre seulement les massacres répétés des otages, l'archevêque, le curé de la Madeleine et d'autres fusillés, le mercredi à la Roquette, les dominicains d'Arcueil tirés à la course comme des lièvres, le jeudi, des prêtres encore et des gendarmes au nombre de 47 foudroyés à bout portant au secteur de la rue Axo, le vendredi. Et une fureur de représailles s'était rallumée. Les troupes exécutaient en masse les derniers prisonniers qu'elles faisaient. Pendant tout ce beau dimanche, les feux de peloton ne cessèrent pas, dans la cour de la caserne Lobau, pleine de râles, de sang et de fumée. À la Roquette, 227 misérables, ramassés au hasard du coup de filet, furent mitraillés en tas, hachés par les balles. Au Père-Lachaise, bombardé depuis 4 jours, emporté enfin tombe par tombe, on en jeta 148 contre un mur, dont le plâtre ruissela de grandes larmes rouges. Et 3 d'entre eux, blessés, s'étant échappés, on les reprit, on les acheva. Combien de braves gens, pour un gredin, parmi les 12 000 malheureux à qui la commune avait coûté la vie. L'ordre de cesser les exécutions était, disait-on, venu de Versailles. Mais l'on tuait quand même. Thiers devait rester le légendaire assassin de Paris, dans sa gloire pure de libérateur du territoire. Tandis que le maréchal de Mac-Mahon, le vaincu de Freuchwiller, dont une proclamation couvrait les murs, annonçant la victoire, n'était plus que le vainqueur du Père-Lachaise. Et Paris, ensoleillé, endimanché, paraissait en fête. Une foule énorme encombrait les rues reconquises. Des promeneurs allaient d'un air de flânerie heureuse voir les décombres fumants des incendies. Des mères tenant à la main des enfants rieurs s'arrêtaient, écoutaient un instant avec intérêt les fusillades assourdies de la caserne Lobau. Le dimanche soir, au déclin du jour, lorsque Jean monta le sombre escalier de la maison, rue des Orties, un affreux pressentiment lui serrait le cœur. Il entra, et tout de suite, il vit l'inévitable fin. Maurice mort sur le petit lit, étouffé par l'hémorragie que Bourroche redoutait. L'adieu rouge du soleil glissait par la fenêtre ouverte. 2 bougies brûlaient déjà sur la table, au chevet du lit. Et Henriette, à genoux dans ses vêtements de veuve qu'elle n'avait pas quittés, pleurait en silence. Au bruit, elle leva la tête. Elle eut un frisson à voir entrer Jean. Lui, éperdu, allait se précipiter, prendre ses mains, mêler d'une étreinte sa douleur à la sienne. Mais il sentit les petites mains tremblantes, tout l'être frémissant et révolté qui se reculait, qui s'arrachait, à jamais. N'était-ce pas fini entre eux, maintenant? La tombe de Maurice les séparait, sans fond. Et lui aussi ne put que tomber à genoux, en sanglotant tout bas. Pourtant, au bout d'un silence, Henriette parla. Je tournais le dos. Je tenais un bol de bouillon. Quand il a jeté un cri, je n'ai eu que le temps d'accourir, et il est mort en m'appelant, en vous appelant, vous aussi, dans un flot de sang. Son frère, mon Dieu, son Maurice adoré par-delà la naissance, qui était un autre elle-même, qu'elle avait élevé, sauvé, son unique tendresse, depuis qu'elle avait vu à Bazeilles, contre un mur, le corps de son pauvre Weiss, troué de balles. La guerre achevait donc de lui prendre tout son cœur. Elle resterait donc seule au monde, veuve et dépareillée, sans personne qui l'aimerait. « Ah, bon sang !» cria Jean dans un sanglot. « C'est ma faute, mon cher petit, pour qui j'aurais donné ma peau, et que je vais massacrer comme une brute. Qu'allons-nous devenir? Me pardonnerez-vous jamais ?» Et, à cette minute, leurs yeux se rencontrèrent.
et ils restèrent bouleversés de ce qu'ils pouvaient enfin y lire nettement. Le passé s'évoquait, la chambre perdue de Remilly, où ils avaient vécu des jours si tristes et si doux. Lui retrouvait son rêve, d'abord inconscient, ensuite à peine formulé. La vie là-bas, un mariage, une petite maison, la culture d'un champ qui suffirait à nourrir un ménage de braves gens modestes. Maintenant, c'était un désir ardent, une certitude aiguë qu'avec une femme comme elle, si tendre, si active, si brave, la vie serait devenue une véritable existence de paradis. Et, elle, qui autrefois n'était pas même effleurée par ce rêve, dans le don chaste et ignoré de son cœur, voyait clair à présent, comprenait tout d'un coup. Ce mariage lointain, elle-même l'avait voulu alors, sans le savoir. La graine qui germait avait cheminé sourdement. Elle l'aimait d'amour, ce garçon près duquel elle n'avait d'abord été que consolée. Et leurs regards se disaient cela. Et ils ne s'aimaient ouvertement, à cette heure, que pour l'adieu éternel. Il fallait encore cet affreux sacrifice, l'arrachement dernier. Leur bonheur possible, la veille, s'écroulant aujourd'hui avec le reste, s'en allant avec le flot de sang qui venait d'emporter leur frère. Jean se releva d'un long et pénible effort des genoux. Adieu. Sur le carreau, Henriette restait immobile. Adieu. Mais Jean s'était approché du corps de Maurice. Il le regarda avec son grand front qui semblait plus grand, sa longue face mince, ses yeux vides, jadis un peu fous, où la folie s'était éteinte. Il aurait bien voulu l'embrasser, son cher petit, comme il l'avait nommé tant de fois, et il n'osa pas. Il se voyait couvert de son sang. Il reculait devant l'horreur du destin. Ah, quelle mort, sous l'effondrement de tout un monde! Au dernier jour, sous les derniers débris de la commune expirante, il avait donc fallu cette victime de plus. Le pauvre être s'en était allé, affamé de justice, dans la suprême convulsion du grand rêve noir qu'il avait fait, cette grandiose et monstrueuse conception de la vieille société détruite, de Paris brûlé, du champ retourné et purifié, pour qu'il y poussât l'idylle d'un nouvel âge d'or. Jean, plein d'angoisse, se retourna vers Paris. À cette fin si claire d'un beau dimanche, le soleil oblique, au ras de l'horizon, éclairait la ville immense d'une ardente lueur rouge. On aurait dit un soleil de sang, sur une mer sans bornes. Les vitres des milliers de fenêtres brasillaient, comme attisées sous des soufflets invisibles. Les toitures s'embrasaient, telles que des lits de charbon. Les pans de murailles jaunes, les hauts monuments, couleur de rouille, flambaient avec les pétillements de brusques feux de fagots dans l'air du soir. Et n'était-ce pas la gerbe finale, le gigantesque bouquet de pourpre, Paris entier brûlant ainsi qu'une fascine géante, une antique forêt sèche, s'envolant au ciel d'un coup, en un vol de flammèches et d'étincelles? Les incendies continuaient. De grosses fumées rousses montaient toujours. On entendait une rumeur énorme, peut-être les derniers râles des fusillés, à la caserne Lobau, peut-être la joie des femmes et le rire des enfants, dînant dehors après l'heureuse promenade, assis aux portes des marchands de vin. Des maisons et des édifices saccagés, des rues éventrées. De tant de ruines et de tant de souffrances, la vie grondait encore, au milieu du flamboiement de ce royal coucher d'astres, dans lequel Paris achevait de se consumer en braise. Alors, Jean eut une sensation extraordinaire. Il lui sembla, dans cette lente tombée du jour, au-dessus de cette cité en flammes, qu'une aurore déjà se levait. C'était bien pourtant la fin de tout, un acharnement du destin, un amas de désastres tels que jamais nation n'en avait subi d'aussi grands. Les continuelles défaites, les provinces perdues, les milliards à payer, la plus effroyable des guerres civiles noyées sous le sang,
des décombres et des morts à plein quartier, plus d'argent, plus d'honneur, tout un monde à reconstruire. Lui-même y laissait son cœur déchiré. Maurice, Henriette, son heureuse vie de demain emportée dans l'orage. Et pourtant, par-delà la fournaise, hurlante encore, la vivace espérance renaissait, au fond du grand ciel calme, d'une limpidité souveraine. C'était le rajeunissement certain de l'éternelle nature, de l'éternelle humanité, le renouveau promis à qui espère et travaille, l'arbre qui jette une nouvelle tige puissante quand on en a coupé la branche pourrie, dont la sève empoisonnée jaunissait les feuilles. Dans un sanglot, Jean répéta « Adieu !» Henriette ne releva pas la tête, la face cachée entre ses deux mains jointes. « Adieu !» Le champ ravagé était en friche, la maison brûlée était par terre, et Jean, le plus humble et le plus douloureux, s'en alla, marchant à l'avenir, à la grande et rude besogne de toute une France à refaire. Merci pour votre écoute. La débâcle clôt la série des Rougon-Macquart, dont vous pouvez retrouver tous les autres titres sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un pouce si vous avez aimé.